C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 26e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, quelle ligne allait-il tenir? Assumer d'avoir parlé vrai, sans bullshit médiatique devant une assemblée d'étudiants tenue à la confidentialité, ou modérer, voire regretter ses médisances sulfureuses visant aussi bien Emmanuel Macron que Gérald Darmanin, le MEDEF et même les ténors de sa propre famille politique. Interrogé avec pugnacité par Routel Krief, le chef des Républicains, Laurent Wauquiez, n'a pas attendu longtemps avant de répondre à ceux des responsables politiques de tous bords qui attendaient de lui des excuses. J'assume les propos qui ont été les miens. Voilà ces propos justement à Laurent Wauquiez. On décrypte tout cela dans un instant avec Franck, et puis nous recevrons Philippe Moreau d'Effarge, il est communicant, spécialiste de la communication politique. Le Premier ministre indien Narendra Modi vient de terminer une tournée en Palestine et dans le Golfe. Les buts sont divers mais l'ambition est la même, faire passer le message que l'Inde est un partenaire de choix pour l'avenir et politiquement assez souple. Par ailleurs, l'Inde deviendra cette année la 5e économie mondiale en dollars courants. On en parle avec Olivier Dallage, il est journaliste et écrivain spécialiste du sujet. Et puis désormais les Thalys pourraient ne plus passer par Lille. Selon un document interne de NS International, la compagnie de chemin de fer néerlandaise en charge de la liaison Paris-Amsterdam, ces trains pourraient cesser de desservir la gare de Lille-Europe dès le début de l'année 2019. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans, ça sera en toute fin d'émission. Et d'ici là, eh bien, installez-vous confortablement. Vous êtes au cœur du 26e numéro de C'est l'info. Focus à présent avec Franck Payanav. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Depuis le studio C'est l'info de Pau, focus cette semaine sur l'affaire Laurent Wauquiez. Une affaire qui a provoqué moult réactions dans les médias. On va revenir sur les faits avant toute chose. Les faits, ils commencent le jeudi 15 février, Franck. Exactement, avec la diffusion par l'émission Quotidien, diffusée tous les jours de la semaine sur TMC, d'extraits d'une conférence réalisée le week-end d'avant par Laurent Wauquiez dans une école de Lyon, où on l'entend dézinguer l'ancien président Nicolas Sarkozy, le président actuel Emmanuel Macron, ou encore des politiques étrangers comme Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, ou encore Angela Merkel, la chancelière allemande. À partir de là, ça a été le début d'un déferlement, c'était le jour 1 de l'affaire Wauquiez. Oui, alors la question que l'on peut se poser, donc on connaît à peu près tous le contenu de ces enregistrements. Était-ce légal d'enregistrer son cours ou non, sachant que Laurent Wauquiez a demandé au début de son intervention de couper les téléphones portables de manière à ce que la parole soit la plus libre possible? Alors, en théorie, c'est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu. Par exemple, Martin, on va boire un café au café en face et je me mets à vous enregistrer. C'est illégal, sauf si, je vous le dis. Par contre, là où ce cas est différent, c'est que Laurent Wauquiez n'avait pas donné son accord pour être enregistré, mais il s'exprimait dans le cadre d'un cours. Par nature, ses propos ne peuvent être considérés en aucun cas comme confidentiels. Ce sont au contraire des informations que les étudiants sont censés retranscrire, même si Laurent Wauquiez avait dit non, les étudiants, on va dire, étaient dans leur droit. Et puis surtout, ironie du sort, c'est que Laurent Wauquiez, au cours de cette conférence, avait déclaré notamment « Quand on est plus de 2, je suis sûr que mes paroles seront publiées ». Ça a été encore le cas cette semaine. Eh bien oui, visiblement, effectivement, la parole de Laurent Wauquiez perdure. Quelle réaction justement, Franck, après la diffusion de ces enregistrements? Alors, il y a eu forcément énormément de réactions. Même le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à dire un petit mot assez discret cette semaine. Et pourtant, on sait bien qu'il n'aime pas trop commenter les affaires politiques. Mais il y a eu beaucoup de réactions. Alors, du côté des Républicains, il y a eu des départs. Il y en a eu quelques-uns pour le moment. Les seuls qu'on peut... un des plus importants, c'est peut-être le départ de Dominique Bussereau, qui a décidé de quitter définitivement le parti. Il s'était mis en
congé déjà depuis un certain temps des Républicains. Il a annoncé, c'était ce mardi soir, juste après la déclaration de Laurent Wauquiez sur BFM TV, qu'il démissionnait définitivement du parti. Autre réaction, et c'est un des principaux concernés, c'est Nicolas Sarkozy qui, d'après le Canard enchaîné, aurait échangé avec l'actuel chef des Républicains de façon assez violente. Alors, je cite: beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse... Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Voilà les mots qui ont été dits selon le Canard enchaîné par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à Laurent Wauquiez. Après, il y a eu d'autres réactions également. C'était notamment sur le plateau de Quotidien qui s'est défendu notamment des accusations données par les Républicains en conférence de presse cette semaine, notamment un travail de CAP d'ajusteur-monteur. Nos auditeurs qui sont en CAP apprécieront, mais également d'avoir payé des étudiants, d'avoir tout simplement monnayé ce choix. Yann Barthès et Paul Larouturou, le journaliste qui suivait l'affaire, s'en sont défendus sur le plateau, disant que aucun document n'a été payé. Et par contre, on a essayé de contacter Paul Larouturou cette semaine, qui s'est refusé à tout commentaire. On imagine que forcément les sollicitations médiatiques sont nombreuses depuis le début de la semaine. Oui, payer, pas payer les étudiants, c'est effectivement la grande question. On peut effectivement se poser la question. En tout cas, Laurent Wauquiez, lui, en est sûr, et il l'a affirmé sur BFM TV devant Routel Krief. C'était mardi soir. Exactement, un entretien d'environ une demi-heure sur lequel il est revenu, il s'est défendu en quelque sorte, il assume tous les propos. C'est ça qui a surpris énormément de monde mardi soir, c'est qu'il assumait tous les propos sauf un seul, ceux concernant l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Mais dès le début de l'interview, il met les points sur la table et il annonce qu'il a saisi le CSA et va porter plainte apparemment contre l'émission de TMC. TMC, quelques minutes plus tard, avec la voix de son animateur Yann Barthès, a réagi que c'était une très bonne chose car ils vont pouvoir être jugés. Et là, c'est là que c'est quand même assez impressionnant. Il termine cette petite déclaration en disant: s'il y a un procès, il va être passionnant car ce sont des sujets passionnants. C'est vrai, on verra bien comment tout cela va évoluer dans les prochaines semaines. Oui, tout cela a en tout cas été suivi. BFM TV a battu un record d'audience avec Laurent Wauquiez. BFM qui était la 6e chaîne de France entre 19h et 19h36 hier soir, mardi soir. Oui. Ouais, c'est ça, c'est un chiffre très impressionnant parce que c'est là où on a tous les gros rendez-vous. TF1 avec sa série, France 2 avec son jeu, France 3 avec ses informations de proximité, encore C8 avec Touche pas à mon poste, TMC avec Quotidien. Donc c'est vraiment un moment clé de la fin de journée et BFM TV a réussi à faire ce beau score. Il faut dire que forcément, au bout de 4 jours de silence, beaucoup de gens l'attendaient au tournant. Et autre petite information, c'est Touche pas à mon poste qui se met d'ailleurs à faire de la politique, puisque lundi soir, c'est Lydia Guirous, la porte-parole de Laurent Wauquiez, qui était carrément invitée du plateau. On a pu entendre un débat complètement surréaliste entre Benjamin Castaldi, Lydia Guirous, Gilles de son nom, Gilles Verdez. Voilà, c'était une émission assez surréaliste. Voilà, comme quoi tout le monde peut faire de la politique. Comme quoi tout le monde peut faire de la politique, effectivement, et on va continuer, Franck, à faire de la politique, puisqu'on va recevoir juste après la jingle Philippe Moreau-Chevrolet. Il est communicant, président de MCBG Conseil, agence de communication spécialisée dans la communication personnelle des dirigeants, et nous verrons avec lui si la langue politique doit-elle être de bois. Merci beaucoup, Franck, pour ce focus, et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Martin, à la semaine prochaine. C'est l'info, l'invité de la semaine. Laurent Wauquiez est donc en pleine tourmente. Le président des Républicains est mis à mal après des enregistrements dévoilés par l'émission Quotidien sur TMC. Ces enregistrements, ils ont été réalisés jeudi 15 et vendredi 16 février dans le cadre d'un cours de l'EM Lyon Business School. Une semaine après la diffusion de ces enregistrements, Laurent Wauquiez reste droit dans ses bottes. Invité sur BFM TV mardi 20 février, le président des Républicains a écarté
toute forme d'excuse et il assume même ses propos chocs, sauf ceux sur Nicolas Sarkozy. Pour en parler, nous recevons Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, président de MCBG Conseil, une agence de communication spécialisée dans la communication personnelle des dirigeants. Alors Laurent Wauquiez a dénoncé 4 jours de déchaînement médiatique totalement surréaliste. Il a également fustigé les méthodes de voyous du journaliste de quotidien. Laurent Wauquiez qui dénonce notamment le manque de travail de fond du journaliste. Cette stratégie, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est une stratégie que l'on a beaucoup entendue chez certains hommes politiques, liée les mots déchaînement médiatique et théorie du complot. Est-ce pour vous une stratégie qui payera et qui est surtout crédible pour Laurent Wauquiez? Alors, la stratégie adoptée par Laurent Wauquiez est la seule stratégie qu'il pouvait adopter. À partir du moment où le scandale était déclenché, il ne pouvait qu'assumer ses propos. S'il ne les avait pas assumés, il n'aurait pas eu soit se renier, c'est-à-dire que les gens auraient pensé qu'il n'osait pas assumer ses opinions exprimées en privé, soit il aurait paru quelque part faire le jeu de ses adversaires en s'affaiblissant terriblement. Donc il n'avait pas vraiment de liberté en dehors d'assumer ses propos et d'aller de l'avant. Et au final, c'est une bonne opération pour lui parce qu'il s'est posé comme le chef de la droite, droit dans ses bottes comme vous l'avez dit, et il a éliminé finalement symboliquement ses opposants ou ses adversaires comme Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Il a même tapé sur Valérie Pécresse en disant que c'était une blague, mais quand même, donc il a vraiment fait le ménage. Oui, et beaucoup de personnalités, de ce fait, ont décidé de quitter le navire des Républicains. On pense à Dominique Bussereau, un proche de Valérie Pécresse. Finalement, Laurent Wauquiez marque un tournant stratégique, plus qu'à partir de maintenant, il explique aux membres des Républicains et du bureau politique des Républicains que ça se passera comme ça et pas autrement. Oui, il a dessiné une ligne très claire entre les amis et les ennemis. Tous ceux qui sont au-delà de la ligne sont des ennemis. C'est ça qui est très frappant dans ce qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il a dit clairement que Alain Juppé pour lui n'était pas un bon politique de droite puisqu'il dépensait trop dans sa ville de Bordeaux. Il a dit que Nicolas Sarkozy n'était pas un bon président de droite puisque Nicolas Sarkozy écoutait ses propres ministres. Et il a tapé sur Valérie Pécresse pour d'autres raisons. Il a vraiment créé un cercle. En dehors de ce cercle, on est son ennemi. Et ça, c'est la propriété d'un chef. Un chef en politique, c'est quelqu'un qui désigne des amis, des ennemis, et qui crée le cercle où finalement tout le monde va pouvoir se retrouver. Alors c'est sûr qu'ayant fait ça, il perd des troupes, puisqu'il y a beaucoup de gens à droite qui depuis le début sont réfractaires à l'idée d'être dirigés par Laurent Wauquiez et ne veulent pas de Laurent Wauquiez comme leader. Donc finalement, lui, ce qu'il a fait, c'est accélérer un processus naturel qu'il aurait vu leur départ. Il essaie de courir après l'électorat du Front National, qui peut être pris parce que le Front National est dans une faiblesse historique. Et puis, il essaye de bien signifier au reste de la droite que, attention, si vous allez soutenir Darmanin, vous serez partie des traîtres. Si vous allez vers Macron, vous êtes des ennemis. Oui, et alors dans cette affaire, on note évidemment le rôle de Nicolas Sarkozy. Le Canard enchaîné a rapporté mercredi la teneur de l'échange entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez. Alors on le sait, Nicolas Sarkozy a joué un rôle essentiel pendant des années au sein du parti Les Républicains. Est-ce que finalement ce jeu fait par l'ancien président de la République n'est pas nocif ou malsain en tout cas pour le parti des Républicains ? En fait, couper le lien avec Nicolas Sarkozy, c'est permettre à sa famille politique, pour Laurent Wauquiez, de gagner en autonomie. Donc ça veut dire qu'il peut enfin tuer le père, il peut enfin donner à sa famille politique un espace de liberté pour se construire. Il y a deux éléments mortifères qui ont littéralement poussé les partis qui sont aujourd'hui les partis d'opposition vers le bas, le Parti socialiste et les Républicains. C'est la présence et l'influence des anciens présidents qui ont tout verrouillé, tout contrôlé à tel point qu'ils ont étouffé la liberté et les militants. Donc ce geste-là est un peu un geste de survie et il faudra au Parti socialiste probablement qu'un leader fasse la même chose, c'est-à-dire tue le père et marginalise François Hollande, ce qui n'est pas parti pour du côté du Parti socialiste. Oui, en tout cas, ça semble être une stratégie payante pour Laurent Wauquiez. 82% des sympathisants de droite le soutiennent selon un sondage. Ça reste quand même énorme. Finalement, Laurent Wauquiez apprécie lui-même intérieurement le fait qu'il soit à la une de l'actualité depuis une semaine, non ? Laurent Wauquiez a réussi à se mettre au centre de l'actualité depuis une semaine, ce qui est un coup assez brillant en termes de communication. Il a flatté, on va dire, l'électorat de droite qui était tenté par le vote FN, qui était un petit peu en déshérence depuis l'échec de François Fillon. Il a réparé un peu la relation avec cet électorat. Après, ça demeure quelqu'un qui n'est pas populaire, il n'est pas très connu non plus.
Et il a quand même un très très long chemin devant lui avant de réussir à atteindre le niveau de popularité de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron, bien sûr. Alors Philippe Moreau-Chevrolet, les propos de Laurent Wauquiez, ils sont donc issus de sa rencontre avec les étudiants de l'école de commerce lyonnaise, l'EM Lyon. Le président de ce conseil d'administration, c'est autre que Bruno Bonnel, un homme d'affaires, député La République En Marche, proche d'Emmanuel Macron. Alors au-delà de ses propos sur ce qu'a dit réellement à Laurent Wauquiez, il déclare: j'ai aussi un très gros regret quand on forme des futurs managers à la responsabilité et à la confidentialité des informations. Toutefois, on n'a pas l'impression que des mesures ont été prises du côté de la direction de l'EM Lyon, et au contraire, on va plutôt aller accuser les étudiants. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que la communication faite par l'EM Lyon est la bonne? Allô, vous m'entendez? Oui. Ah pardon, j'ai cru que c'est coupé. Oui. La communication faite par l'EM Lyon est une bonne communication parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour eux à part le fait que leurs étudiants ont effectivement laissé filtrer les informations, qu'il y avait effectivement des enregistrements de faits alors que c'était a priori non souhaité. Donc effectivement, dire que il regrette que le directeur dise qu'il regrette que ses étudiants aient suivi cette voie, c'est la seule chose à faire. Moi, je pense qu'il aurait gagné, l'école aurait gagné en tout cas, à ne pas commenter du tout cette affaire et à ne pas finalement accréditer en disant tout cela la thèse de Laurent Wauquiez qui est que ce sont des propos volés, qu'il a jamais voulu qu'ils sortent, etc. Parce que, à titre personnel, je reste convaincu que Laurent Wauquiez a voulu cette séquence, qu'il en est le premier bénéficiaire et que tout ça est une opération de communication assez bien pensée et qui a très bien marché. Donc je pense pas du tout que le directeur de l'école aurait dû s'exprimer. Je pense qu'il aurait dû garder le silence et juste reconnaître, comprendre le fait qu'il avait été quelque part instrumentalisé dans cette affaire. Ouais, et alors enfin, de votre œil de communicant, comment analysez-vous la stratégie de Laurent Wauquiez depuis son élection à la tête des Républicains en décembre jusqu'à aujourd'hui, en passant par son intervention sur France 2 le mois dernier à l'émission Politique, ainsi que les 2 législatives partielles, dont l'une remportée par la droite? Alors Laurent Wauquiez est un peu un vainqueur surprise quand même de la présidence des Républicains. On savait qu'il risquait de gagner, mais personne ne s'attendait à ce qu'un profil comme le sien, qui était quand même un profil assez marginal dans la vie politique française, puisse accéder à un poste, une exposition de premier plan comme celle-ci. Il a un gros, lourd handicap, c'est son absence de popularité. Il n'est pas très connu. Il a réalisé le plus mauvais score de l'émission politique depuis sa création. Et puis, il a aussi un handicap, pour le coup, qu'il a bien comblé durant cette crise. C'est le fait qu'on pensait qu'il avait un personnage totalement fabriqué, un personnage marketing. On l'accusait de se teindre les cheveux, on disait aussi qu'il n'avait pas une once de sincérité, etc., etc. Par cette séquence de communication, en fait, il a martelé un message chez Routel Krief qui était vous me connaissez et je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un de peut-être trop sincère même. Vous savez, c'est un petit peu comme ces étudiants qui passent leur premier entretien d'embauche. On leur demande quel est leur principal défaut et ils vont vous dire je suis trop perfectionniste. C'est un petit peu pareil avec Laurent Wauquiez. C'est mon principal défaut, c'est ma sincérité. En réalité, c'est le message qu'il veut faire passer. Je suis quelqu'un d'authentique. C'est pas gagné pour lui. Donc moi, ce que je retiens, c'est que il a fait un beau parcours avec cette affaire. C'est-à-dire qu'en une semaine, il a résolu pas mal de ses problèmes d'image. Maintenant, il lui reste un très long chemin. D'abord, il faut qu'il reconstruise sa famille politique alors que la moitié est quand même partie chez Macron ou est tentée de partir chez Macron. Il a des électorats libres comme Xavier Bertrand qui sont quand même extrêmement puissants et qui sont contre lui et qui sont finalement ni dans son organisation à lui ni ailleurs. C'est un peu gênant. Et puis, lui-même a sa popularité à travailler. Donc tout ça est une équation quand même assez difficile. Maintenant, il a une chance, c'est que le Front National est historiquement bas. Donc il peut peut-être être le leader de la droite qui va construire une droite dure, en captant ce qui peut être capté au Front National, face à Macron, et finalement en poussant Macron à être un nouveau pôle social-démocrate, un petit peu le remplaçant, le successeur de François Hollande. Et bien voilà, affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info, communicant, président de MCBG Conseil, agence de communication spécialisée dans la communication personnelle des dirigeants. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, et après avoir évoqué la politique française et cette affaire Wauquiez, un Wauquiez Gate comme on peut en parler, on va pouvoir commencer les brèves de la semaine. Et on va commencer cette semaine par parler des voies sur berge, les voies sur berge rendues aux voitures. Voilà ce que dit le tribunal administratif de Paris qui a annulé la fermeture à la circulation des voies sur berge sur la rive droite de la Seine, dont la piétonisation a alimenté depuis 2016 la colère des automobilistes et de l'opposition municipale. En conséquence, la juridiction administrative a annulé à la fois la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris qui avait alors déclaré l'intérêt général de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite et l'arrêté du 18 octobre 2016 créant une promenade publique. Cette décision, elle avait suscité évidemment, vous vous en doutez et vous vous souvenez peut-être, une série de critiques chez les automobilistes et l'opposition municipale parisienne. Au gouvernement, certaines voix, comme celle du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'étaient également fait entendre pour critiquer l'absence d'une concertation, notamment lorsqu'il avait été décidé de multiplier les restrictions de circulation, notamment sur la rue de Rivoli ou sur la voie rapide Georges Pompidou. Ces axes accueillent désormais des pistes cyclables qui ont été réduits à une seule voie de circulation automobile. La région Île-de-France, elle, dirigée par Valérie Pécresse, à droite chez les Républicains. Valérie Pécresse a mené une bataille de communication entre la ville de Paris, dirigée par Anne Hidalgo, sur ce thème. Les passes d'armes entre les deux camps se sont intensifiées sur fond d'études d'impact environnemental contradictoires. Et par exemple, selon une étude d'Air Paris publiée en octobre dernier, la fermeture des voies sur berge n'aurait pas eu d'impact significatif à la hausse ou à la baisse. L'organisme indépendant de la surveillance de la qualité de l'air a néanmoins relevé une baisse de 25% de la pollution atmosphérique sur les quais bas, tout en constatant une hausse de 15% sur les axes de report de circulation et dans certains quartiers de l'Est parisien. Alors au-delà du problème écologique, je pense aussi que le réel problème autour de cette fermeture, ouverture des voies sur berge, du problème des voitures dans Paris ou non, c'est que Madame Hidalgo, la maire de Paris, ne réalise pas à quel point nous manquons dans l'agglomération parisienne de parcs relais pour héberger les voitures, des parcs relais qui ne sont pas suffisamment grands ou qui sont carrément inexistants autour de certaines gares. Par ailleurs, n'oublions pas que les transports, en particulier les RER, sont déjà surchargés. Ils font donc avancer sur tous les fronts et non pas en combattre un seul. Et toutefois, je trouve que la fermeture de ces voies sur berge sera à long terme une excellente chose, pas forcément pour des raisons écologiques, ou en tout cas pas uniquement. Cette fermeture des berges, elle sera une excellente chose, notamment pour les touristes qui voient une meilleure image de la capitale. Allez voir par exemple Londres au mois de juillet, au mois de décembre, au mois de juin. Cela fait longtemps que les voies sur berge ont été fermées et il est bien agréable de se balader, de faire un jogging entre Tower Bridge et Westminster, et c'est quand même effectivement beaucoup plus agréable de se balader comme ça que d'être au milieu des voitures, au milieu de la circulation. Et c'est aussi surtout moins dangereux. Si vous avez des enfants, ils peuvent faire du vélo, faire des rollers de manière tout à fait tranquille. Cette affaire est donc à suivre. Toujours est-il que la maire de Paris est affaiblie par cette décision, alors même que la fermeture des voies sur berge était inscrite dans son programme. Et puis je vous parlais il y a quelques instants des RER, des transports qui sont surchargés. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé des retards importants sur certains tronçons du futur métro du Grand Paris, même s'il a assuré que l'ensemble serait achevé comme prévu en 2030, tout en demandant que le coût global en soit réduit. Allez, on parle à présent de Air France. Beaucoup de rouge sur les tableaux d'affichage à Roissy jeudi 22 février au matin. 25% des vols étaient annulés, la moitié étaient des longs courriers. Et en plein durant les vacances d'hiver, ça fait évidemment grincer les dents des voyageurs. 10 syndicats sur 12 de la compagnie mènent une grève qui concerne l'ensemble des métiers. Une telle unité, ça ne s'était pas vu depuis longtemps. La revendication principale, c'est l'augmentation générale des salaires de 6%.
qui correspond à la hausse du coût de la vie depuis 6 ans. Les syndicats rappellent que depuis 2011, les salaires sont bloqués et que de nombreux sacrifices ont été consentis sur les congés, le temps de travail, avec des plans de départ afin de sauver le groupe très endetté. Cette revendication salariale, elle s'exprime alors que la semaine dernière, Air France a annoncé de très bons résultats financiers pour l'an dernier. En effet, le groupe a dégagé 590 millions d'euros de bénéfices et a réduit sa dette de 2 milliards d'euros. Les salariés veulent donc leur part du gâteau et refusent de se contenter de l'augmentation de 1% annoncée en début d'année et ratifiée par 2 syndicats minoritaires. Selon la direction, l'augmentation serait en réalité de 3 à 4,5% cette année si l'on inclut l'intéressement et les augmentations individuelles. Un effort financier estimé par Air France à plus de 200 millions d'euros, mais surtout d'après la direction, les résultats d'Air France sont encore bien en deçà de ceux enregistrés par KLM, la compagnie néerlandaise qui compose l'Alliance et qui visiblement tire un petit peu plus la compagnie française, sans parler de la comparaison également avec les concurrents. Les concurrents, ils sont nombreux, Lufthansa, British Airways, mais également les compagnies du Golfe. Pas de quoi s'enflammer donc pour Air France. De leur côté, les syndicats se réservent le droit de prolonger l'action. À la manœuvre, les pilotes réunis dans 3 syndicats, c'est ce qui inquiète le plus la direction. En effet, la direction avait réussi à éteindre un conflit larvé l'an dernier en associant ses pilotes au projet Joon, la filiale à coût réduit. Pourtant, cette année, la direction aura plus que jamais besoin de leur adhésion. Et oui, une adhésion qui est essentielle car beaucoup de projets s'annoncent chez Air France, l'acquisition de nouveaux avions, le recrutement de nouveaux pilotes ou encore la perspective de lancer une véritable compagnie low-cost long courrier pour affronter pour de bon la concurrence, sans oublier le plan stratégique quinquennal annoncé pour juin prochain. Finalement, montrer les muscles à l'occasion de cette grève pour les salaires de tous les métiers, c'est aussi pour les pilotes le moyen de peser dans les négociations liées à ces projets. Pour l'heure, les grévistes décideront de la suite à donner au mouvement. Il n'y a qu'à la direction que cela inquiète. Les investisseurs qui s'interrogeaient déjà sur les capacités d'Air France malgré les bons résultats de 2017 à affronter sereinement cette année ont maintenant de quoi être finalement franchement pessimiste. Et puis toujours dans l'actualité française, une brève qui nous vient de France évidemment, je vous le disais, c'est Simone Veil qui rejoindra le tombeau des grands hommes le 1er juillet. C'est l'Élysée qui l'a annoncé en début de semaine, date de panthéonisation de l'ancienne ministre de la Santé, ex-présidente du Parlement européen, qui est décédée le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Rescapée de la Shoah, Simone Veil représentait en France à la fois la figure des déportés, une certaine idée de l'Europe et le combat qu'elle a mené pour la légalisation de l'avortement. Personnalité préférée des Français pendant de nombreuses années, Simone Veil était une figure politique consensuelle et respectée de tous bords politiques. À sa mort, de nombreuses personnalités avaient demandé à ce qu'on lui accorde une place au sein du tombeau des grands hommes. Ce sera donc chose faite le 1er juillet prochain, avec un discours attendu évidemment du président de la République, Emmanuel Macron. À suivre dans quelques instants ici Londres avec Alexander Seal. Alexander qui va nous parler d'un problème de livraison qui a causé énormément de problèmes du côté du géant américain KFC. Ici Londres. Ici Londres avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Et cette semaine vous nous parlez du scandale KFC qui a ému les Britanniques. Mercredi, la moitié des restaurants KFC au Royaume-Uni sont restés fermés à cause d'une pénurie de poulet due à des problèmes de livraison, provoquant la risée, voire le désespoir de nombreux consommateurs. L'enseigne qui a confié l'approvisionnement de ses 900 restaurants britanniques à la société DHL rencontre de gros problèmes de livraison depuis le début de la semaine. La direction de KFC a voulu rassurer en affirmant que plus de la moitié de ces établissements étaient ouverts, mais le menu restait limité et il faudra plusieurs jours avant que la situation ne revienne à la normale. Des clients d'une localité de Tower Hamlets à Londres, dans la banlieue,
ont même contacté la police pour se plaindre de la fermeture de leur restaurant préféré. La police londonienne a dû tweeter « S'il vous plaît, ne nous contactez pas au sujet de la crise du KFC. Ce n'est pas un problème relevant de la police si votre restaurant préféré ne peut pas vous servir le menu que vous désirez. » À la semaine prochaine. Controverse. Controverse avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey. Bonjour, le retour. Le grand retour en 2018, on peut vous souhaiter une bonne année, même un week-end du 25 février. Et pour votre grand retour, Mickey, vous avez choisi d'évoquer John Worboys, le taxi violeur, dont vous avez des nouvelles, ou plutôt des nouvelles de son jugement. En effet, la Met Police, la police de Londres et de sa grande banlieue, vient de perdre un appel historique de la Cour suprême contre l'indemnisation des victimes. La décision crée un précédent juridique unique après que les juges aient déclaré la police responsable de manquements structurels et conjoncturels lors de l'enquête. Oui, et alors de quoi est donc responsable la Met Police ? La Met Police est donc légalement responsable des manquements dans les enquêtes criminelles, comme celles qui ont laissé le violeur en série de John Bourne libre d'attaquer encore et encore, a statué la Cour suprême. Les juges ont rejeté l'appel de la Met Police contre l'indemnisation de 2 victimes du violeur au taxi noir dans une décision historique qui établit un précédent à l'échelle nationale, voire européenne et peut-être même mondiale. Les plaignantes identifiées comme DSD et MBV ont été agressées sexuellement entre 2003 et 2007, mais leurs plaintes n'ont pas fait l'objet d'une enquête appropriée, d'après les juges, et cela a permis, d'après ces mêmes juges, à Worboys de continuer à attaquer des femmes à travers Londres. Oui, et selon vous, Mickey, cette décision est grave pour de multiples raisons. Pour 2 raisons multiples, et je dirais, pour moi, 6 raisons. La première, des gens qui n'ont aucune expertise dans le domaine des enquêtes policières peuvent donner leur avis quant au déroulement d'une enquête et de sa qualité. Seconde raison, on judiciarise ce qui relevait avant d'un processus interne à la Met elle-même, un processus d'enquête par la police des polices, de respect des procédures et de sanctions internes. Troisième raison, on considère la compensation financière à un préjudice comme la seule réponse aux erreurs. On considère donc que la vie humaine a un prix et qu'elle n'est plus ce trésor qu'on ne pouvait évaluer. Quatrième raison, des individus vont pouvoir ruiner tous les services publics, en commençant par la police, et mettre en danger la Met dans ses opérations et mettre les autres concitoyens en danger également, car il y aura très certainement, avec tout l'argent versé aux plaignants, de grandes coupes dans la police. Cinquième raison, l'américanisation de la société britannique, malheureusement, qui devient une société d'avocats et d'activistes. Ouais, et enfin, Mickey, sixième et dernière décision. Sixième et dernière raison, avec cette décision, nous sommes de plus que jamais dans la société du spectacle et la dictature des émotions qui dictent leurs décisions aux juges et mettent au second plan le respect des lois, la charge de la preuve, car personne ne sait exactement combien des femmes qui vont être plaignantes ont été réellement attaquées. Ces femmes vont demander de l'argent alors qu'elles n'ont pas la charge de la preuve. Merci beaucoup Mickey Monstre pour toutes ces précisions autour de cette affaire de John Worboys et rendez-vous bien peut-être la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. On sait que Mickey est non pas la semaine prochaine occupé. Mais bientôt Très, dès quelque très chose occupé. de très chaud arrive, je suis là. Exactement, merci beaucoup Mickey Monstre et à très vite sur C'est l'Info.
Allez, la suite des brèves de la semaine, on va parler des Jeux Olympiques. Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a loué une Corée du Sud avec laquelle il entend poursuivre le réchauffement après le retour des Jeux Olympiques d'une délégation de hauts responsables nord-coréens, dont sa sœur. Après avoir entendu le rapport de la délégation, Kim Jong-un a fait part de sa satisfaction quant à son contenu et dit que la Corée du Sud, qui a réservé un accueil particulier à la délégation de la Corée du Nord, était très impressionnant par sa caractéristique. Je vous lis ici le communiqué de l'agence de Kim Jong-un, l'agence coréenne de Corée du Nord, une agence qui a indirectement cité le dirigeant nord-coréen, affirmant qu'il était important de continuer à entretenir le climat chaleureux de réconciliation et de dialogue généré par les Jeux Olympiques. Il a donné des instructions en vue de mesures pratiques permettant de garder cet élan. Ainsi, les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang ont favorisé une détente spectaculaire entre les deux Corées, techniquement toujours en guerre depuis les années 50. Après 2 années de tensions extrêmes sur la péninsule, le dirigeant nord-coréen avait rejeté pendant des mois les invitations de Séoul à participer aux JO avant de faire volte-face lors de son discours du Nouvel An. Le président sud-coréen, lui, Moon Jae-in, a ainsi rencontré samedi dernier à Séoul le chef de l'État de Corée du Nord, Kim Yong-nam, et la sœur de son leader. Un dialogue historique malgré les avertissements de Washington sur l'offensive de charme olympique de Pyongyang. Le Nord a tout de même effectué 3 essais nucléaires et des dizaines de tirs de missiles, affirmant être en mesure d'envoyer une bombe atomique sur le territoire continental américain. Il faut évidemment le rappeler, mais voilà, dans ce contexte des Jeux Olympiques, c'est une information qui évidemment est importante à souligner. D'ailleurs, je vous invite à réécouter l'interview de Jean-Baptiste Guégan sur le sport et la diplomatie et l'importance que peut avoir le sport dans des décisions diplomatiques. C'était la semaine dernière et vous retrouvez l'interview sur le www.c-l'info.fr. Allez, on va à présent aborder l'Italie. Les Italiens éliront en effet leur nouveau Parlement le 4 mars 2018 et ils se rendront aux urnes dans un climat d'optimisme inhabituel puisque leur économie commence enfin à se remettre de la double calamité, crise financière puis crise de l'euro. L'issue de ce scrutin risque toutefois d'être compliquée et pourrait ralentir cette reprise. Mais dans un pays donc qui a connu 64 gouvernements depuis la proclamation de la République en 1946, l'instabilité qui s'annonce n'est pas une nouveauté. Après le Brexit en 2016 et la montée de l'extrême droite en France, en Allemagne ou encore en Autriche, Bruxelles et les capitales européennes s'inquiètent désormais de la poussée des populistes et eurosceptiques dans la 3e économie de la zone euro. Car selon les sondages, la coalition de droite et d'extrême droite reste en tête, mais aucune majorité ne semble se dessiner, notamment parce que des millions d'électeurs sont encore tout à fait indécis. Ces élections, elles pourraient également marquer le retour en grâce de Silvio Berlusconi. Enfin, Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre, joue son va-tout. Dans les sondages, la coalition de gauche arrive derrière avec 27,4% des intentions de vote. Un Matteo Renzi qui a repris le slogan En Marche, In Cammino, et il pourrait encaisser une 2e défaite électorale en moins de 2 ans. Face à cette incertitude, aucune majorité claire ne pourrait donc se détacher au soir du 4 mars, c'est le week-end prochain. Et dans ce cas-là, le président de la République, Sergio Mattarella, pourrait maintenir en place l'actuel chef du gouvernement, Paolo Gentiloni, désormais plus populaire que son prédécesseur Matteo Renzi, bien qu'ils soient tous deux issus du même parti. Et puis je vous disais tout à l'heure que effectivement, pour l'instant, des millions des électeurs sont encore indécis. Je vous redonne ces chiffres. 10 millions d'électeurs n'ont toujours pas décidé s'ils iront voter ou non, et si oui, pour qui ils voteront. Allez, à suivre dans quelques instants, nous recevons Olivier Dallage, on va parler avec lui de l'Inde. Pourquoi l'Inde ? Eh bien parce que vous allez voir que l'Inde devient au fil des années un acteur majeur sur la scène internationale. Et puis on terminera ensuite cette émission avec Gaëtan Helmans, les coulisses de l'info, médias, mobilité. Gaëtan vous parle de toutes les informations qui vous ont peut-être échappé au cours de cette semaine. C'est l'info, l'invité de la semaine. Le Premier ministre indien Narendra Modi vient de terminer une tournée
en Palestine et dans le Golfe. Les buts sont divers, mais l'ambition, elle, est la même, faire passer le message que l'Inde est un partenaire de choix pour l'avenir et politiquement assez souple. Par ailleurs, l'Inde deviendra cette année la 5e économie mondiale en dollars courants, devant la France et le Royaume-Uni, et affiche une croissance moyenne annuelle de plus de 7% depuis 2014, ce qui en fait le pays le plus dynamique du G20. On va en parler avec Olivier Dallage, qui est journaliste, écrivain et qui publie L'Inde, désir de puissance aux éditions Armand Collin. Alors Olivier Dallage, l'année 2018 est-elle celle du tournant géopolitique pour l'Inde et ses ambitions sont-elles réelles? Il y a une confirmation d'une affirmation que l'Inde est aujourd'hui un acteur majeur sur la scène internationale. Alors peut-être pas autant que l'Inde voudrait être reconnue, et c'est pour ça aussi que Narendra Modi s'active sur la scène internationale en multipliant les voyages dans le monde entier. Mais oui, il n'y a pas de doute qu'il y a une accentuation de cette volonté de puissance qui se manifeste par ces voyages diplomatiques. Oui, et alors quelle est la formule clé de la diplomatie indienne et quels en sont ses alliés principaux, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest? Alors c'est intéressant que vous parliez de formules parce que Narendra Modi affectionne les formules. Donc par exemple, il avait hérité du Parti du Congrès un concept né dans les années 90 qui est la Look East Policy, regarder vers l'Est, donc sur les relations avec les pays d'Extrême-Orient, et il l'a transformé en Act East Policy, agir à l'Est. Et pas sûr que le changement soit vraiment qualitatif, mais c'est une formule. De la même façon, pour les relations avec les pays du Moyen-Orient, le slogan c'est Think West, pensée occidentale, qui existait d'ailleurs avant Narendra Modi. Et puis il y a son fameux Make in India, c'est-à-dire venez fabriquer en Inde. Donc c'est pas juste acheter indien, mais venez fabriquer en Inde parce que l'Inde veut produire et a besoin d'investissements directs. Donc toute cette stratégie diplomatique vise effectivement à concourir au développement économique de l'Inde. Oui, et alors venez fabriquer en Inde, c'est un contrepoids face à la Chine que l'on surnommé l'atelier du monde il y a 10 ans. Je suis pas sûr que ce soit uniquement comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que vraiment l'Inde a besoin de capitaux et de transferts de technologies, veut produire, mais n'a pas dans tous les domaines les investissements nécessaires ni les technologies, et donc en associant les acteurs extérieurs, mais d'une manière beaucoup plus active qu'un simple partenariat joint venture, en leur demandant de venir fabriquer sur place et de transférer leurs technologies et d'investir leurs capitaux, tout en leur donnant des facilités de rapatriement de leur argent qui n'existaient peut-être pas au même niveau précédemment, l'Inde veut accélérer son développement. Je crois qu'il s'agit essentiellement d'assurer la richesse de l'Inde pour aussi faire diminuer la pauvreté. Oui, alors en janvier dernier, Narendra Modi était la grande star, le grand invité du forum économique à Davos qui s'est tenu donc le mois dernier. Ce mouvement à l'ouest est-il finalement un moyen pour l'Inde de se repositionner face à l'est asiatique et de chercher de lever de croissance et en même temps de s'affirmer dans la zone asiatique comme un leader clé? On sait que l'Inde par exemple ne fait pas encore partie de l'ASEAN et qu'elle aimerait l'intégrer. Sur l'ASEAN, je suis pas entièrement d'accord. Je pense que les pays de l'ASEAN lui ont proposé, il y a déjà un certain temps, d'intégrer l'ASEAN et que c'est l'Inde qui a préféré avoir un statut associé, qui lui convient pour le moment. Et pour l'Inde, il ne s'agit pas de choisir entre l'Ouest et l'Est. L'Inde veut être, comme on dirait aujourd'hui en France, en même temps à l'Est et à l'Ouest. Il est intéressant effectivement que Modi ait été le principal orateur d'ouverture du forum de Davos. Il faut rappeler que l'an dernier c'était Xi Jinping, donc numéro 1 chinois, qui lui aussi plaidait pour la mondialisation face à une Amérique repliée sur elle-même depuis l'élection de Trump. Maintenant, la mondialisation vue par l'Inde, c'est un petit peu à la carte. C'est-à-dire que l'Inde est favorable à la mondialisation quand elle en profite, c'est-à-dire la possibilité d'exporter ces médicaments génériques et d'une manière générale de bénéficier également de la délocalisation des entreprises étrangères. On pense aux entreprises américaines et britanniques qui mettaient leur centre de téléappel en Inde. Mais elle est assez protectionniste dans différents domaines parce qu'elle est également productrice et n'est pas toujours compétitive dans tous les domaines. Donc elle est des deux côtés à la fois de cette barrière sur protectionniste ou anti-protectionniste.
Oui, c'est clair, hein, puisque après avoir donc effectivement vivement défendu cette mondialisation, le Premier ministre indien, dans le cadre de son budget 2018, a relevé par exemple les droits de douane sur une longue liste de produits comme des compteurs électriques, des pièces automobiles, des smartphones, des caméras, des télés, des chaussures. Donc effectivement, on voit que l'Inde joue un double jeu. Pour rappeler à nos auditeurs, l'Inde est productrice de quel type de matières premières aujourd'hui ? Textile, mais l'Inde est aussi concurrencée par d'autres pays. Bon, le coton, on pense en particulier au coton, hein, traditionnellement, mais il y a d'autres producteurs de coton, et surtout les cultivateurs sont dans une situation financière désespérée. Il y a de très nombreux suicides d'agriculteurs, et ça explique aussi ce protectionnisme. Narendra Modi est probablement plus partisan du libre-échange. Économiquement, il se situe plutôt dans une logique libre-échangiste, mais politiquement, il peut pas se pouvoir permettre, parce que tout simplement, la pauvreté des agriculteurs et d'une manière générale des petits commerçants serait aggravée si toutes les barrières douanières étaient levées brusquement au nom du libre-échange. Donc il y a effectivement une sorte de double discours de la part de l'Inde. Ça n'est pas nouveau, c'était également le cas sous le gouvernement précédent, parce que politiquement, ils ne peuvent pas se permettre un total libre-échange qui écraserait une partie très très importante de la population. Oui, alors justement, sur la scène nationale, comment est perçu le gouvernement de Narendra Modi ? On rappelle que la République indienne est composée d'un chef d'État et d'un Premier ministre, hein, un système hérité du système parlementaire britannique. Modi lui-même reste assez populaire. On lui reconnaît son activisme. Il ne dort pratiquement pas, il est debout très tôt, il n'arrête pas de voyager, pas seulement à l'étranger, mais même en Inde. Il a un charisme réel, il arrive à faire croire que des programmes déjà anciens ont été inventés depuis son arrivée au pouvoir. En revanche, son parti, le BJP, a pas mal déçu. Sa politique économique n'est pas à la hauteur de ce que beaucoup dans les milieux d'affaires espéraient. Les tensions intercommunautaires sont aggravées par l'ambiguïté, pour ne pas dire davantage, que le gouvernement de Modi manifeste vis-à-vis des extrémistes hindous, qui sont pour certains d'entre eux assez proches d'eux, et donc la campagne de défense de la vache qui a fait des victimes parmi les musulmans ou les intouchables, qui sont battus parfois à mort par des brigades volontaires de défense de la vache, dans une tradition du nationalisme hindou dont Modi est l'héritier. Donc c'est un peu contrasté. Cela dit, il a la chance de ne pas avoir pour l'instant une opposition qui est en état de le menacer, donc très probablement, à moins qu'il y ait des gros changements, son gouvernement sera reconduit après les élections de 2019. Oui, et puis alors Olivier Dallage, évidemment le potentiel principal de l'Inde, il tourne autour de son capital humain. L'Inde pourrait devenir la 3e puissance économique du globe en 2032, voire la première en 2050, lorsque ce fameux sous-continent, comme l'on peut encore aujourd'hui l'appeler, comptera 1,7 milliard d'habitants. Néanmoins, on relève des défis gigantesques, hein, puisque le pays doit réaliser d'immenses transformations, parmi lesquelles lutter contre des performances de systèmes éducatifs primaires et secondaires qui sont aujourd'hui désastreuses, beaucoup de mortalité infantile, et puis la défaillance des infrastructures et ainsi que le haut niveau de corruption, ce qui veut dire que la gouvernance sera primordiale quant à l'avenir de ce capital humain. Est absolument primordial, et le problème, c'est que ces points que vous avez évoqués, en particulier les indicateurs de santé et d'éducation, sont quand même pas des priorités du gouvernement actuel. Or, ils conditionnent absolument le rôle et la place de l'Inde dans les décennies qui viennent. Sur les infrastructures, des efforts réels sont faits. Ça prendra du temps, mais c'est en cours de résorption. Mais les soins pour tous et une éducation généralisée, ça reste de l'ordre de l'incantation. Les budgets ne sont pas au rendez-vous, et c'est un vrai problème. Deuxièmement, quand vous dites l'Inde sera peut-être la 3e puissance dans les années 50, c'est déjà le cas en réalité. Si on prend les chiffres de la Banque mondiale qui calculent le PIB non pas de façon nominale en dollars, mais en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que permet localement d'acheter le revenu, l'Inde est déjà le 3e pays du monde.
Et ça, c'est un point très important. Le dernier point, c'est que la population indienne qui dépassera la population chinoise aux alentours de 2025, c'est un atout aujourd'hui parce que ça fait de l'Inde un pays jeune, dynamique, mais s'ils ne prennent pas les moyens de prévoir la sécurité sociale, les retraites et le problème de la dépendance pour les personnes âgées à l'horizon 2040-2050, ça peut peser très 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 lourd sur l'Inde, comme ça commence déjà à peser sur l'économie chinoise. Merci beaucoup Olivier Dallage d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info sur effectivement l'Inde qui pourrait donc à terme devenir la première puissance économique mondiale. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et que vous publiez L'Inde, désir de puissance aux éditions Armand Collin si vous auditeurs souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup Olivier Dallage. Merci. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info donc avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors Gaëtan, coup de tonnerre cette semaine dans l'actualité en matière de mobilité. Et on pense bien évidemment à nos Belges dont vous faites partie, mais également aux Français du nord de la France. Il pourrait ne plus y avoir de Thalys à Lille Europe. Racontez-nous. Oui Martin, selon un rapport interne de la SNCB, la société des chemins de fer belge, l'arrêt de Thalys à Lille Europe pourrait être purement et simplement supprimé dès 2019 sur la ligne qui relie Amsterdam à Paris en passant par Bruxelles. Ceci serait dû à des raisons de rentabilité. Selon le président de TrainLive, l'association des navetteurs entre Lille et Bruxelles, il parle de succession de galères pour les 250 usagers quotidiens de la ligne, composés principalement de travailleurs. Bien qu'il y ait d'autres possibilités de faire le trajet Lille-Bruxelles, celle-ci ne serait guère mieux. Toujours selon le président de cette association de navetteurs, il ajoute ceci, je cite, « Les solutions de repli se porteront vers les Eurostar, mais celui de 17h56 a un nombre de places limité à 50 abonnés, tout comme celui de 18h56. Viendra ensuite le TGV de 19h17. » Et de poursuivre, je cite toujours, « Nous serons également confrontés à des problèmes de délivrance de billets, à l'impossibilité de retirer des précommandes. Il faudra prévoir de faire la queue au moins 30 minutes en plus par semaine. » Oui, et néanmoins, une nouvelle liaison ferroviaire entre Paris-Nord et la Belgique est toutefois envisagée. Elle permettrait donc de compenser un petit peu cette perte dont vous venez d'en évoquer le sujet. Depuis la suppression du Thalys, encore lui, entre Paris-Nord et Liège, en passant par Mons et Charleroi, également pour une question de rentabilité, un manque se fait ressentir auprès des navetteurs belges désirant se rendre dans la capitale sans passer par Bruxelles. Une solution a peut-être été trouvée, et elle ne passerait plus par un Thalys, mais via une liaison locale Namur, Charleroi, Maubeuge, Saint-Quentin, Compiègne, Paris-Nord, qui mettrait 35 minutes de plus que le défunt Thalys. Ceci dit, le prix serait 40% moins cher qu'un billet Thalys. À noter que la ligne Thalys Paris-Nord-Liège devait être initialement, en 2014, être suspendue temporairement. Cette nouvelle liaison locale aurait-elle scellé définitivement son sort ? L'avenir nous le dira. Cette nouvelle desserte a néanmoins du positif pour les habitants du Nord, puisqu'ils pourront rejoindre plus directement l'aéroport de Bruxelles-Sud-Charleroi, qui est plus proche pour eux que celui de Roissy-Charles de Gaulle, et se rendre également plus facilement dans la capitale belge. On reste en Belgique avec le Furet du Nord qui investit désormais effectivement la Belgique, une chaîne de magasins. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous annonçais que Franprix testait un magasin en Belgique. Cette semaine, c'est une autre enseigne bien connue des nordistes et des franciliens qui s'implante en Belgique. Lancé en 1936, le Furet du Nord va donc, pour la première fois de son histoire, s'implanter hors de ses frontières. Cela fait suite au rachat de 2 librairies belges, chapitre.be, l'une est située à Namur, l'autre à Louvain-la-Neuve. Le passage sous l'enseigne Furet du Nord est prévu pour le 2 mars prochain. Aucune perte d'emploi n'est à déplorer. Pour information, l'enseigne a tenté de s'implanter dans le sud de la France, à Montpellier, en essayant de racheter l'enseigne indépendante Soramps cet été, mais sans succès suite à un appel de la décision sur le rachat de cette enseigne.
Ceci est provisoire, nous dit-on. Le Furet du Nord a pour projet de s'implanter dans toute la métropole, mais aussi dans toute la Belgique francophone. Retour en France, Gaëtan, pour parler des médias, c'est aussi votre grand sujet. Malgré le fait que vous habitiez la Belgique, vous suivez les médias français et en particulier TF1 qui annonce un nouveau magazine. Ce sera juste après le 20h. Après l'arrêt définitif de la série courte Nos chers voisins, TF1, via son directeur de l'information Thierry Tuillier, va lancer un mini-magazine baptisé 20h le Mag, juste après la grand-messe, soit à 20h30. Monsieur Tuillier s'est exprimé au Figaro sur les détails de ce nouveau magazine. Je cite, « Il comprendra la météo en direct avec Evelyne Delia, suivi d'un reportage de 5 à 6 minutes autour d'histoires ou de portraits de héros ordinaires, de Français qui sont dans l'actualité et parfois de personnalités. » 12 journalistes ont été mobilisés pour ce nouveau magazine et sera présenté du lundi au jeudi par Gilles Boulot et par Anne-Claire Coudray le vendredi. La part d'audience visée est de 20%. À noter que ce mini-magazine sera moins cher à produire que la mini-série proposée auparavant. Ceci veut également dire que la météo sera proposée plus tôt et qu'une nouvelle page de pub plus tôt également sera mise en place afin de séparer le journal de son magazine. De quoi, si les audiences sont au rendez-vous, d'avoir une belle rentrée financière pour TF1 à cet horaire stratégique. Cette expérimentation sera menée jusqu'à l'été et reconduite la saison prochaine si le succès est au rendez-vous, a encore précisé Thierry Tuillier. Aussi, un nouveau décor pour le 20h, le journal cette fois-ci, pourrait voir le jour dès la rentrée. Oui, TF1 qui a d'ailleurs publié des résultats en hausse. A l'inverse, Canal+, chaîne concurrente, voit la soupe à la grimace avec de moins en moins d'abonnés pour la chaîne cryptée détenue par Vincent Bolloré-Gaëtan. Depuis la prise de fonction en 2015 de Vincent Bolloré à la tête du conseil de surveillance de Vivendi, qui gère notamment Canal+, la chaîne cryptée a perdu 1 014 000 abonnés. Dans le détail, c'est une perte de 300 000 abonnés l'année dernière, certes moins qu'en 2016 où la perte était de 500 000 abonnés. Rien que pour la période septembre-décembre 2017, 40 000 personnes se sont désabonnées. Oui, on continue à présent à parler de télé et on repasse dans le domaine du gratuit avec la guerre du groupe TF1 face aux opérateurs qui continuent et Orange continue en effet cette guerre de tranchées interminable. Après avoir conclu un accord avec Bouygues et SFR, Orange et Free continue son combat de fer avec le groupe TF1. Et cette fois-ci, c'est l'arme publicitaire qui est mise sur la table. En effet, Orange a stoppé ses campagnes publicitaires sur l'ensemble des chaînes du groupe en guise de représailles face aux arguments de TF1 sur la rémunération de ces chaînes. Et c'est ceci qui est littéralement le nerf de la guerre que se livrent ces deux derniers opérateurs qui n'ont pas encore cédé depuis de nombreux mois maintenant. À noter que cette annulation des campagnes publicitaires par Orange sur les chaînes du groupe TF1 ne sera effective que début mars, car la réglementation prévoit un délai de 4 semaines suivant la décision avant sa concrétisation. Ouais, incroyable en tout cas que l'on puisse en arriver jusque-là. Et dans le même temps, le groupe TF1, lui, continue sa stratégie multichaîne. Et oui, TF1, ce n'est pas seulement TF1, c'est tout un tas d'autres chaînes gratuites. Cela se concrétisera une nouvelle fois, via la diffusion d'un match de football sur TFX. Oui, vous avez bien entendu, TFX, la chaîne ciblant principalement les 15-34 ans, diffusera la rencontre préparatoire en vue du mondial en Russie, Portugal, le lundi 26 mars. Auparavant, le vendredi 23 mars, un autre match sera diffusé. Ce jour-là, la France jouera face à la Colombie, mais la diffusion se fera sur TMC. Et enfin, la chaîne premium du groupe TF1 retransmettra, elle, la rencontre Russie-France le mardi 27 mars à 17h50. Si cette stratégie fonctionne et que les téléspectateurs suivent ces différents matchs sur ces différentes antennes, elle permettra au groupe TF1 de réaliser de belles audiences sur sa chaîne gratuite. Voilà Martin sur tout ce que l'on pouvait dire cette semaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaëtan, on vous retrouve en effet la semaine prochaine et puis on retrouve également le replay de cette chronique et bien plus encore sur le www.c-l'info.fr. Je vais y arriver. Bonne semaine à vous Gaëtan.
c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. D'ici là, vous retrouvez toutes les informations nécessaires à l'émission sur le www.c-l'info.fr et sur vos réseaux sociaux. Salut à tous, à la semaine prochaine sur C'est l'Info.